Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur NEWORD Info 1. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée chaque année le 13 juin. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui se caractérise par une absence de pigmentation sur la peau, les yeux, voire les cheveux. Et s'il n'existe actuellement aucun remède contre cette condition, la journée du 13 juin vise tout de même à sensibiliser le public à l'albinisme, à démystifier donc les mythes et à promouvoir l'inclusion et les droits des personnes atteintes d'albinisme. Sur ce plateau aujourd'hui, mes invités sont Souraji Ouro Yondou, président de l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame. Vous êtes en compagnie de Rebecca Mawena Binga, responsable genre et inclusion de la même association ANAT. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup madame. Nous allons donc parler de cette journée du 13 juin, mais avant, dites-nous, l'association ANAT, qu'est-ce que c'est et quelles sont vos prérogatives ? Merci madame. L'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo, ANAT, est une organisation créée en mars 2012 avec pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant avec l'albinisme dans notre pays. Et il y a un certain nombre de situations auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec l'albinisme et notamment dans le domaine de l'inclusion sociale, les difficultés liées à l'éducation, les soucis dans l'insertion professionnelle, et des soucis également liés aux conditions de santé. Et donc tous ces aspects nécessitaient quand même une prise en charge et donc l'ANAT a vu le jour pour contribuer à faire bouger les lignes par rapport à tous ces défis. Alors, vous êtes le président de l'ANAT et l'albinisme est donc, comme je le disais, classé parmi les maladies rares. Est-ce qu'au Togo, on a les chiffres ESA? C'est quoi le taux de prévalence? Au Togo, les chiffres, nous avons fait un plaidoyer pour que le dernier recensement prenne en compte l'albinisme, mais les chiffres qui sont sortis font état de 154 000 personnes atteintes d'albinisme et nous pensons que c'est un peu au-delà. Et donc, probablement que, comme dans nos contrées, quand on donne les appellations des personnes vivant avec l'albinisme, il y a un peu je crois, des personnes qui ont des teints clairs, d'autres qui ont des cheveux roux qui se mélangent. Probablement que ce biais a dû se produire. Et donc, au niveau mondial, par exemple, l'OMS ou l'expert des Nations Unies sur les questions des personnes vivant avec l'albinisme estime qu'en Afrique subsaharienne, il y a une personne atteinte d'albinisme sur 5000 personnes. Et donc, quand nous appliquons ce taux à la population togolaise, nous tournerions autour de 2000 personnes vivant avec l'albinisme. Mais nous attendons les chiffres d'une cartographie qui est en cours et qui pourrait nous révéler des chiffres plus proches de la réalité. Rebecca, le 13 juin, je le disais, est une journée qui vise la sensibilisation autour de la question, mais aussi de la promotion des droits. Aussi tenter de démystifier la chose liée à l'albinisme ou cette condition, si je vais être plus précise dans mes propos. Pourquoi, d'après vous, il est important de sensibiliser autour ? En effet, l'albinisme est très méconnu dans le monde entier et au Togo. Donc cette méconnaissance amène la discrimination et la stigmatisation des personnes atteintes d'albinisme. Et autour de cette discrimination, ce qui se passe, c'est que les personnes atteintes d'albinisme abandonnent les classes à cause de cette discrimination. Et également, il y a l'aspect psychologique qui intervient. Et cette discrimination fait également que les personnes atteintes d'albinisme ont des problèmes à trouver de l'emploi ou à faire des activités, puisque les gens ont des mythes, se basent sur des mythes pour ne pas les approcher. Donc,
elles sont victimes de l'exclusion. C'est pour cela qu'il est nécessaire de sensibiliser autour de l'albinisme, de faire comprendre aux gens ce que c'est que l'albinisme, afin qu'ils puissent accepter les personnes atteintes d'albinisme. Alors, vous êtes la responsable genre et inclusion au sein de l'organisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a au sein de la population atteinte d'albinisme au Togo des situations de précarité qui sont propres aux femmes? Oui, effectivement, parce que ce que nous avons remarqué, c'est que la discrimination et la stigmatisation a plus d'effets négatifs sur les femmes que sur les hommes. Donc, il y a les femmes qui se considèrent comme moins importantes par rapport aux femmes non atteintes d'albinisme. Et puis, elles se sous-estiment et n'ont pas ce courage-là de s'affirmer. Et c'est ce que nous remarquons pratiquement au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Donc aujourd'hui, si vous faites l'analyse, vous allez remarquer que parmi les personnes atteintes d'albinisme, il y a les hommes qui sont plus développés en tant que tels au niveau du travail et tout par rapport aux femmes. En clair, on a donc cette impression que les femmes ont moins de chances, les femmes atteintes d'albinisme ont moins de chances de réussir dans la société. Et votre association donc travaille à corriger donc ce gap ou cette disparité. En tant que président de l'ANAT, quels sont les mythes concernant l'albinisme que vous tentez de dissiper? Comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, l'albinisme au niveau mondial est méconnu. Même dans la communauté scientifique, il y a encore beaucoup de choses que les gens cherchent à découvrir, à comprendre autour de l'albinisme. Et encore plus dans nos pays en Afrique où il y a beaucoup de superstitions, beaucoup de préjugés. Et les personnes atteintes d'albinisme font face à ces situations où d'abord certains pensent que nous sommes porteurs de malchance et donc dans ces conditions nous sommes parfois délaissés, mis au carreau de la société, nous sommes parfois même cible de violence et d'attaques et même au Togo, même s'il faut dire qu'au Togo nous ne connaissons pas l'ampleur des attaques qu'on voit dans d'autres pays en Afrique australe. Il y a également, par exemple, dans les familles, lorsqu'un enfant atteint d'albinisme naît, ça crée souvent des problèmes. On accuse souvent la maman d'avoir manqué à tel rite ou d'avoir violé tel interdit. Et donc, tout de suite, on abandonne l'enfant à la maman. Et il y a également le fait que les gens pensent, à côté de ceux qui pensent que nous sommes porteurs de malchance, il y a d'autres qui pensent aussi que nous sommes porteurs de bonheur et que dans tous les cas, il faut rechercher une partie de notre corps ou notre sang pour faire ceci ou cela. Pour des rituels mystiques. Voilà. Alors, depuis 2012 que l'ANAT est créée et les combats menés, quelles sont les grandes avancées que l'association a enregistrées sur le terrain? Nous avons enregistré des avancées sur les thématiques qui ont justement suscité la création de l'ANAT. Sur le champ de l'inclusion ou bien de l'insertion sociale, de l'acceptation des personnes atteintes d'albinisme, il y a eu beaucoup de sensibilisation et aujourd'hui cette émission contribue à cela. Donc ça a permis que de plus en plus l'espace public puisse voir éclore les personnes atteintes d'albinisme, même s'il reste quand même des choses à faire. Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'actions, de sensibilisation également et de prévention du cancer de la peau, parce que c'est vraiment notre... Il y a plus de risques? Oui, il y a plus vu les conditions climatiques également en Afrique. Et effectivement, il y a plus de risques parce que les personnes atteintes d'albinisme manquent de mélanine et donc cela expose notre peau à un degré plus élevé au cancer de la peau et la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme d'ailleurs c'est le cancer et un rapport de l'expert des Nations Unies sur les droits des personnes atteintes d'albinisme dit que l'espérance de vie
des personnes atteintes d'albinisme tournent autour entre 30 et 40 ans, justement à cause du cancer de la peau. Et aujourd'hui, et d'ailleurs l'expert a produit un rapport sur l'impact des changements climatiques sur les personnes atteintes d'albinisme. Donc sur cette thématique également, nous avons fait beaucoup de campagnes de consultation dermatologique et également des campagnes de consultation ophtalmologique pour améliorer les conditions de vision. Donc sur ce champ également, il y a des avancées. Et sur l'aspect éducation également, nous saluons vraiment la disponibilité du ministère en charge de l'éducation, qui nous a facilité le plaidoyer dans ce sens en adoptant une circulaire en 2020 qui a permis de mieux expliquer aux chefs d'établissement l'encadrement à apporter aux élèves vivant avec l'albinisme. Et donc sur ce terrain aussi, il y a beaucoup d'avancées. Nous remercions vraiment le gouvernement pour ces actions-là. Oui. Et je me tourne à nouveau vers vous, Rebecca, vous qui êtes la responsable genre et inclusion. À votre niveau, dans ce qui est mis en place comme dispositif pour accompagner les femmes atteintes d'albinisme, quelles sont les avancées que vous avez pu vécues ou constatées? Nous avons eu à rédiger des projets pour pouvoir former les personnes atteintes d'albinisme, surtout les femmes, sur le développement personnel. Ça, c'est très important parce que je pense que c'est une condition qu'il faut soi-même déjà accepter. Oui, effectivement. Donc, nous voulons les amener à comprendre ce que c'est que l'albinisme, à s'accepter elle-même et à s'affirmer. Donc, nos formations tournent autour du développement personnel, notamment le leadership, l'autonomisation et comment faire pour s'inclure socialement. Donc, c'est ce que nous faisons principalement dans mon domaine. Et quels sont, malgré les avancées et les actions menées sur le terrain, les défis encore qui restent à relever? Merci. Les défis qui restent à relever sont d'abord le principal, c'est vraiment un défi, je vais dire institutionnel. Je ne sais pas si j'emploie le bon mot, mais on a besoin d'un peu plus d'engagement du décideur politique. Aujourd'hui, au niveau onusien comme au niveau africain, il y a des résolutions. Il y a des résolutions qui engagent les États à faire davantage pour les personnes atteintes d'albinisme. Et donc, si je prends le cas de l'Afrique... Il faut que nos pays ratifient donc ces résolutions. Exactement. Et d'ailleurs, on peut dire que étant membre déjà de ces instances, dès lors que les résolutions sortent, elles engagent les États. Et donc, je disais tantôt que pour le cas africain, il y a un plan d'action de l'Union africaine sur l'albinisme pour la période 2021-2031. Et dans ce plan d'action qui incombe à tous les États membres, donc l'Union africaine a pris un certain nombre de mesures ou bien a décidé un certain nombre de mesures et donc les États devraient les opérationnaliser en élaborant à leur tour des plans d'action nationaux sur l'albinisme. Et donc c'est ce défi-là qui est le principal, parce qu'une fois que ce plan d'action national est élaboré par l'État, cela va cristalliser justement l'attention des partenaires de l'État qui vont se dire finalement, l'albinisme est une priorité pour l'État togolais, nous allons contribuer à faire avancer la question en soutenant de diverses manières. Donc vraiment, l'élaboration de ce plan national par l'État est une priorité qui va renforcer déjà les actions que je citais tantôt, notamment la disponibilité du ministère des enseignements primaires et secondaires, et également les actions dans le domaine de la santé. L'autre défi, c'est qui est un défi qui peut se résoudre dès lors qu'on a le plan d'action. Les autres défis vont se résoudre, notamment la disponibilité des statistiques dont nous parlons tout à l'heure, parce que s'il faut soigner quelqu'un, il faut savoir où il se trouve pour pouvoir lui apporter les soins. Et il y a également le fait de pouvoir intensifier les actions de prise en charge qui sont déjà en cours, puisque aujourd'hui nous sommes dans un continent ensoleillé
et nous avons une peau qui ne supporte pas le soleil. Donc, nous devrions permanemment prendre des dispositions qui nous mettent vraiment à l'abri du soleil, et donc ça reste un défi important également. En lien avec l'inclusion sociale et financière des femmes, Rebecca, des actions concrètes menées par l'association? Bon, l'association a eu à rédiger des projets, comme je l'avais dit avant, en faveur de l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme, notamment les femmes. Et également, nous avons noué des partenariats avec des associations, des organisations internationales qui œuvrent dans le sens du social afin de contribuer à l'inclusion et à l'acceptation de soi des personnes atteintes d'albinisme au Togo, des femmes surtout. Ce 13 juin donc va marquer un nouvel anniversaire, commémorer donc la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Dites-nous donc, Rebecca, qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'ANAT? Comment est-ce que vous comptez donc marquer cette journée? D'accord. D'abord, nous avons commencé avec les sensibilisations à la télé. Oui, je pense que dans cette émission, c'est ce que nous faisons déjà, sensibiliser autour. Et à la radio, mais aussi nous avons prévu une journée porte ouverte où des gens peuvent venir à l'ANAT pour se renseigner sur ce que nous faisons, pour avoir plus d'explications sur ce que c'est que l'albinisme, comment nous vivons avec et ce qu'il faut faire lorsqu'on rencontre une personne atteinte d'albinisme ou bien lorsqu'on a un enfant atteint d'albinisme. Et nous avons également prévu une activité, une avant-première d'un film que nous avons sorti, un film de sensibilisation sur l'albinisme que nous avons sorti également pour pouvoir informer les gens de ce que c'est que l'albinisme. Nous avons également prévu des vidéos et des images à faire en quelque sorte une campagne digitale. Voilà, pour amener les gens à comprendre ce que c'est que l'albinisme. Alors, est-ce que justement l'ANAT est présente en tant qu'association sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que au centre, chez vous, les personnes atteintes d'albinisme ont cette facilité de vous approcher pour vous solliciter pour un quelconque besoin, notamment l'accompagnement, le suivi, la prise en charge? Oui, nous avons... un complexe ou pas, je veux dire? Si, nous avons... l'organisation est présente aujourd'hui dans une vingtaine de préfectures. Et nous espérons que d'ici la fin de 2027, nous serons entièrement présents sur les 39 préfectures. Et donc aujourd'hui, nous avons des représentants préfectoraux qui desservent notamment les prestations, les kits de protection solaire, le plaidoyer et la sensibilisation au niveau local. Donc toutes ces prestations-là sont délivrées par nos représentants dans les 20 préfectures que nous couvrons à travers les 5 régions. Alors, vous avez dit dans vos propos une question très curieuse de ma part. Vous avez donc souligné que vous attendez encore beaucoup à ce que les décideurs, justement, prennent en compte les conditions de personnes vivantes avec l'albinisme. Mais je suis tentée de vous demander, est-ce que vous en connaissez au Togo une personne atteinte d'albinisme qui est peut-être engagée en politique? Parce que je me dis, c'est là aussi que les décisions se prennent. Malheureusement, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, effectivement. Mais nous sommes en train de faire le plaidoyer. Et comme nous le savons, le plaidoyer est un travail de longue haleine. Et nous sentons quand même que les lignes bougent. Mais seulement qu'elles ne bougent pas assez suffisamment tel que nous le souhaitons, parce que comme je viens de vous le dire, la note circulaire du ministre des enseignements primaires est vraiment un grand trophée pour lequel, lorsque nous allons à des rencontres internationales, ça fait partie des joyaux que nous citons comme des avancées, des actions de plaidoyer. Voilà. Mais en plus de ça,
je viens de parler du recensement. Nous avons fait un plaidoyer où les institutions en charge du recensement ont été quand même attentives par rapport au recensement des personnes atteintes d'albinisme. Il y a également les sensibilisations de proximité que nous faisons et les actions de plaidoyer que nous faisons auprès des enseignants directement, et nous sentons quand même que les lignes bougent, même si ce n'est pas encore à travers tout le territoire. Et donc, pour compléter d'ailleurs les actions citées par ma collègue tout à l'heure, nous avons prévu aussi une campagne de plaidoyer qui va nous amener à rencontrer des institutions, notamment les agences du système des Nations Unies au Togo, pour leur expliquer les défis des personnes atteintes d'albinisme au Togo et comment ces agences peuvent davantage renforcer leur action par rapport à cette thématique-là. Et déjà, nous avons quand même l'oreille attentive déjà de l'OMS, par exemple, et du PNUD. Justement, voilà. Ces démarches sont déjà entamées dans les 10 prochaines années. Où est-ce que vous voyez l'organisation justement suivant donc le plan d'action que vous avez déjà élaboré? Dans 10 ans, nous espérons que... Peut-être que c'est trop loin aussi. Hein. On va dire 5 ans d'abord. Voilà. 5 ans, c'est beaucoup plus réaliste, et donc on peut estimer. Nous pensons que d'ici 5 ans, qu'il y ait presque plus de zones au Togo où il y a la stigmatisation ou le rejet des personnes atteintes d'albinisme. Nous espérons également que d'ici 5 ans, que le gouvernement aura élaboré et aura commencé à mettre en œuvre le plan d'action national sur l'albinisme, et que cela contribuerait à faire en sorte que le système de santé au Togo va prendre en compte l'albinisme. Aujourd'hui, la prise en charge de l'albinisme, c'est à travers justement les projets que les ONG internationales soutiennent, et donc nous arrivons à faire des consultations dermatologiques et ophtalmologiques pour les personnes atteintes d'albinisme, mais nous souhaitons que l'albinisme soit définitivement inclus dans le système national de prise en charge, pour que de manière ordinaire, quelqu'un qui a une lésion précancéreuse se rende à l'hôpital et se fasse prendre en charge comme quelqu'un qui se fait traiter pour le paludisme ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà un peu ce que nous prévoyons. Et également sur l'inclusion économique, qu'il y ait plus de personnes atteintes d'albinisme, qui soient des personnes entrepreneurs, qu'ils puissent aussi en avoir dans la fonction publique. Aujourd'hui, nous avons déjà quelques personnes, mais nous espérons que d'ici les 5 ans, elles seront plus nombreuses et s'épanouiront davantage. Sur la question des droits des personnes atteintes d'albinisme, Rebecca, est-ce que vous avez des préoccupations sur ce volet-là, ou est-ce que vous pensez que les personnes atteintes d'albinisme dans nos communautés arrivent tout de même à jouir pleinement de leurs droits? Non, pas du tout. Les personnes atteintes d'albinisme dans nos communautés n'arrivent pas à jouir de leurs droits, parce que, comme je l'avais dit tantôt, elles sont victimes de l'exclusion sociale. Elles sont rejetées, ce qui fait que elles préfèrent rester dans leur coin, et vous allez accepter avec alors moi qu'on promet le vivre ensemble. Voilà, que le fait de rester tout seul, ce n'est pas du tout, ça n'amène pas loin en fait. Donc, je dirais actuellement, elles n'arrivent pas à jouir pleinement de leurs droits, et c'est ce que la NAT cherche à faire, et c'est ce pourquoi nous nous battons. Pour une femme particulièrement qui aujourd'hui a du mal à justement s'accepter dans ces conditions, Rebecca, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire si cette personne nous regarde en ce moment dans cette émission? D'accord. Je dis à cette femme que sa peau ne définit pas ce qu'elle est, et son état physique ou bien la manière dont elle est, que ce soit les discriminations ou les stigmatisations, ils ne définissent pas ce qu'elle est. Donc de s'armer de courage, parce que ce n'est pas du tout facile de subir de la discrimination et d'être
courageuse ou bien d'avoir confiance en soi, mais de faire tout possible pour avoir cette confiance-là et de s'affirmer afin d'amener les autres à la respecter. Parce que après tout, nous sommes toutes et tous égaux, égales, et il est important de maintenir en tête que nous sommes après tout des êtres vivants et que peu importe tout ce que nous ferons ou bien tout ce que nous avons comme peau, ça ne définit pas ou bien ça ne définit pas notre valeur. Voilà. Oui, et Sourad-vous, comment est-ce que vous aiderez quelqu'un justement à se débarrasser de cette autocensure? Est-ce que finalement ce n'est pas aussi une perception erronée de soi? Oui, en effet, c'est une perception erronée et cela n'est pas gratuit parce que c'est la société qui nous a amenés à nous autoculpabiliser. Et donc, quand vous voyez comment on vous regarde, les sobriquets, la manière, et surtout si vous venez d'une famille où vous avez vu votre mère se plaindre parce que vous êtes né dans tel état et que cela a causé le départ. Et peut-être le seul dans une grande famille. Voilà. Et donc, vous allez porter sur vous ce fardeau-là comme ayant été celui-là à cause duquel votre papa a abandonné la maman. Et donc, ce n'est pas aisé. Et donc, c'est pour ça que, en même temps que nous travaillons sur la société pour qu'elle comprenne et qu'elle accepte les personnes atteintes d'albinisme comme faisant partie de la diversité, nous travaillons également sur les personnes atteintes d'albinisme, comme elle l'a dit, les formations en développement personnel, en estime de soi, pour que justement nous puissions nous-mêmes nous frayer notre propre passage dans la société et amener aussi les gens à constater que au-delà de la couleur de peau, nous avons les mêmes facultés et même les scientifiques disent que nous avons un QI légèrement plus élevé. Ça reste à démontrer, mais bon. Je suis tentée de dire que je peux confirmer dans cette émission. J'apprends beaucoup en votre compagnie. Alors là, dites-nous justement dans cette perspective, quels sont vos messages clés à l'endroit de nos téléspectateurs? Je voudrais remercier et féliciter les départements ministériels qui se sont déjà rendus disponibles et attentifs à notre plaidoyer. Je disais tout à l'heure le ministère des Enseignements, il y a également le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale, et le ministère des Droits de l'Homme, qui sont des ministères assez attentifs à notre action de plaidoyer. Nous sommes reconnaissants au gouvernement par rapport à tout cela et nous souhaitons que les autres ministères qui sont concernés par nos besoins soient également attentifs et que justement puissent rendre leurs actions plus inclusives. Nous ne demandons pas du neuf. Nous souhaitons seulement que les actions qui se déploient déjà pour les autres couches puissent aussi intégrer l'albinisme et donc cela va donner un véritable sens à ne laisser personne de côté. Voilà. Et cette année 2024, la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme marque donc sa 10e édition. Oui, en effet, c'est depuis 2014 que l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété cette journée à travers une résolution avec pour première célébration le 13 juin 2015. Donc cette année, nous célébrons la 10e édition et le thème de la journée est assez évocateur. Donc 10 ans de journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une décennie de progrès collectif. Rebecca, une dernière question pour vous. Depuis votre engagement au sein de cette association et des avancées enregistrées, êtes-vous quand même satisfaite des résultats? Je dirais oui. Je suis satisfaite en quelque sorte parce que
je suis consciente qu'il reste beaucoup de choses à faire. Ce que nous voulons, nous n'avons pas encore atteint le but ou bien l'objectif voulu, mais quand même... Les lignes ont bougé. Voilà. Mais quand même, en soi, je suis satisfaite parce que si nous regardons en arrière, et si nous comparons ce que nous avons avant et ce que nous avons maintenant, on remarque qu'il y a une nette amélioration. Et nous souhaitons encore plus de succès à la NAT et à ses projets sur le terrain. Merci, madame. Et on est comme ça arrivé à la fin de cette émission. Merci d'avoir été en notre compagnie. Souraji Ouro Oyundo, président de l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme du Togo. Rebecca Mawena Binga, responsable genre et inclusion de la même association. Merci à vous également de nous avoir suivis. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée donc ce 13 juin à travers le monde.